Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le grand dialogue de ce mercredi parle d'un homme dont on évoque beaucoup les souvenirs et les parcours ces jours-ci. Il s'agit, vous l'avez bien compris, de Modibo Keïta. Modibo Keïta, premier président du Mali qui s'est éteint le 16 mai 1977 en détention et qui aurait eu 100 ans le 4 juin prochain. Mais au fait, qui était Modibo Keïta? Comment a-t-il géré le Mali de 1960 à 1968 avant d'être arrêté et mis en détention suite à un coup d'État? Que lui reprochait-on? On parle bien sûr des auteurs de ce coup d'État. Dans quelles circonstances est-il mort? Qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Les jeunes d'aujourd'hui connaissent-ils suffisamment Modibo Keïta? Ces questions et bien d'autres, nous allons les adresser à nos trois invités qui sont Modibo Diallo, le directeur du mémorial Modibo Keïta. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Le professeur Modibo Diakité, qui est donc ancien ministre et ancien ambassadeur, M. Diakité, bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous avons comme troisième invité Aminata Draman Traoré. Elle est ancienne ministre historienne. Elle est attendue dans ce studio. Nous espérons qu'elle sera là d'une minute à l'autre. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Modibo Keïta, c'est donc de lui que nous parlons ce soir. La nation tout entière a rendu hommage à l'homme. Le lundi dernier, c'était le 16 mai, la date de sa disparition. C'est un moment de recueillement pour tous les Maliens et pour vous, certainement particulièrement Modibo Diallo, vous qui êtes donc le directeur du mémorial Modibo Keïta. Oui, un grand homme au propre figuré. Il mesurait près de 2 mètres. Mais en fait, c'est un homme qui a toujours fait et bien fait les devoirs qui lui revenaient. Depuis l'école primaire, il s'est signalé jusqu'à l'entrée à l'école normale William Ponty de Gorée, aussi bien à la sortie et à l'entrée qu'à la sortie, major, instituteur émérite, vaillant syndicaliste, politicien éminent. C'est un homme qui en imposait à tous ceux qui le rencontraient. Donc c'est cet homme-là dont il s'agit. Juste une petite correction. Il aurait eu 100 ans le 4 juin 2015. 2015, pas voilà. Le 4 juin 2015. C'est donc rectifié, oui. Okay. Voilà. Donc, dites-nous, M. Diallo, je rappelle que vous êtes le directeur du mémorial Modibo Keïta. Qu'est-ce que vous avez particulièrement ressenti le 16 mai dernier, donc lundi dernier? Lundi dernier. Lundi dernier, j'étais soulagé à un double titre. En tant que personne engagée dans l'organisation de cette cérémonie, mais aussi en tant que Malien qui s'est acquitté d'un devoir à travers toute la nation, à travers le chef de l'État aussi. Donc ressortissant d'une nation qui a accompli un devoir de reconnaissance envers un homme qui le méritait. Donc j'étais soulagé. Certains diront qu'on en fait trop pour Modibo. Moi je dirais tout simplement que nous faisons notre devoir. Et à travers Modibo, il s'agit de convaincre tous les Maliens, de persuader tous les Maliens que le travail bien fait ne peut pas être passé par profit de perte. Tôt ou tard, ce travail-là sera reconnu comme tel et l'auteur de ce travail-là aussi distingué. Alors, maintenant, nous allons nous tourner du côté de M. Modibo Diakité. Modibo Diakité, ancien ministre, ancien ambassadeur. Dites-nous, Monsieur le ministre, la date de la disparition de Modibo Keïta, qu'est-ce que ça a suscité en vous comme sentiment? Merci beaucoup. Je suis ancien ministre, mais pas ancien ambassadeur. Je suis historien de formation, chercheur à l'Institut des sciences humaines, membre de l'association des historiens maliens et membre comme Modibo Diallo de la commission nationale d'organisation du centenaire président Modibo Keïta. Je dois dire que le 16 mai 1977, j'étais à Bamako. Et je fais partie des gens
qui ont participé, disons, aux funérailles du président Modibo Keïta. Je faisais partie des porteurs du cercueil depuis la maison de Daba Wolfabou jusqu'au cimetière de Yamdalaï. Donc ça a été des moments très émouvants pour nous. Alors, nous avons à présent Aminata Dramane Traoré qui est donc en ligne. Je rappelle qu'elle est historienne. Bonsoir madame. Moi je ne suis pas historienne, hein. Je suis chercheur en sciences sociales et pays. Alors là aussi c'est rectifié, autant pour moi et autant pour mon réalisateur. Nous allons donc devoir continuer. Nous allons vous poser la question suivante. Vous dites en tant que chercheur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme, par rapport à ce que vous avez ressenti à l'occasion donc de cette cérémonie? Cette cérémonie était donc consacrée à la date anniversaire de la disparition de Modibo Keïta. C'était le lundi. Moi je pense que c'était un grand moment. Pour les gens de ma génération, c'est extrêmement important. Moi, personnellement, j'ai été d'abord pionnière. Et au lycée des jeunes filles, j'étais secrétaire générale. Et je garde en moi, en tout cas, des souvenirs d'une époque où les Maliens en voulaient pour leur pays. Et c'était autre chose, hein, politiquement, socialement parlant. Et puis, bon, il y avait une certaine vision, quoi. Donc, dans les circonstances actuelles, bon, sans prétendre qu'on peut retourner à cette époque-là, mais c'est extrêmement important de savoir d'où nous venons. Et puis, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui pourrait aller mieux en ce moment. Alors, madame, vous allez donc garder la ligne. On va vous retrouver dans un instant, le temps de retourner dans ce studio pour poser la question suivante à vous, Modibo Diallo. Dites-nous, Modibo, quelle était la dimension réelle de l'homme sur le plan national et sur le plan continental? Ce que je retiens de Modibo, c'est qu'il a été brillant, comme je l'ai déjà dit. Qu'il a été aussi sérieux. C'est un homme qui prenait à bras le corps ses devoirs. C'est un homme qui avait un amour immense pour son pays et qui avait une longueur d'avance sur ses pairs. C'est Mamadou Dia, ancien premier ministre de Senghor, qui a été un de ses adversaires farouches, qui l'a dit lors du symposium organisé en 1999, que Modibo était un pharaon des temps modernes. Et pendant que eux parlaient des pays qui étaient sous la coupe de l'Occident à l'époque, pendant que eux allaient s'abriter sous les ailes de la France, Modibo cherchait à traiter d'égal à égal avec les grands de ce monde. Les grands de ce monde qu'il a rencontrés, que ce soit Kennedy, Khrushchev, Mao, tout le reste. En Europe et en Amérique, Modibo a laissé à tout cela l'impression d'un esprit brillant, mais un homme engagé pour que l'Afrique retrouve la place qui lui est dit. Nouvellement propulsé sur la scène internationale, les Africains avaient le devoir de prouver que la place qui leur a été réservée était une place méritée. Et Modibo, au Mali ici, au Soudan, fait l'unanimité sur son sérieux, sur son honnêteté. C'était un homme respecté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, tout cela, ce qui n'est pas qualité, qui ne sont pas celles les plus partagées aujourd'hui, en tout cas dans leur perception. Les hommes politiques, les dirigeants, que ce soit au Mali ou en Afrique, ne donnent pas cette impression à leurs concitoyens. Et Modibo, je crois que c'était là une unanimité. Sur son action, sur son bilan, il y a à redire. Mais même ceux qui ne partageaient pas du tout son bilan, qui ne partageaient pas du tout sa vision, s'accordaient à dire que cet homme s'imposait
s'imposait par sa taille seulement, mais s'imposait par sa hauteur de vie, s'imposait par son engagement pour son pays et surtout par sa dédicace à la jeunesse. Et c'est aussi un des traits de Modibo. Il misait sur la jeunesse parce qu'il voulait une nouvelle Afrique, un nouveau Mali. Et on ne pouvait pas bâtir cette nouvelle Afrique, ce nouveau Mali, en l'absence de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qu'il fallait préparer. Si on continue à parler de Modibo, plus de 40 ans après sa mort, plus de 50 ans après son départ du pouvoir, c'est parce que Modibo a sémé en la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui est devenue aujourd'hui adulte, qui a aussi transmis le flambeau. Donc, sur ce plan, il n'a pas aussi échoué. À présent, nous allons écouter la réaction du professeur Modibo Diakité, ancien ministre. Et par rapport à la dimension de l'homme. Tout à fait. Bon, je crois que Modibo Diallo a dit l'essentiel. Ce que l'on retient de l'homme, c'est qu'il a été un modèle. D'abord en tant qu'apprenant, il était apprécié par tous ses professeurs. Il a dit, il a été premier du Soudan au concours d'entrée à William-Ponty. Il a été premier de l'AOF à la sortie en 1936. C'est tout dire si l'on sait ce qu'était William-Ponty, l'économie de William-Ponty à l'époque. C'était l'université des Aoufiens, c'est-à-dire des indigènes, qui ne pouvaient pas aller au-delà. Mais c'était aussi une école de formation de très haute qualité où le colonialiste n'envoyait pas n'importe qui pour former. Et c'était des gens qui avaient une formation plurielle qui leur donnait pratiquement la faculté de s'adapter à toutes les situations. Donc de ce point de vue, c'était un homme qui était un modèle. Et il était conscient aussi du fait que leur génération n'avait pas été formée pour gérer un État. Il devait être, selon l'expression coloniale, des auxiliaires de l'administration coloniale. Et la plupart d'entre eux ont compris qu'il fallait apprendre davantage, se cultiver, être à l'écoute des populations et pour être à la hauteur de l'ambition qui s'était donnée, c'est-à-dire mettre fin au colonialisme et redonner sa dignité pratiquement au territoire qui avait été colonisé par la France pour ce qui concerne l'AOF. Donc, de ce point de vue, c'est un homme qui avait une vision, il l'a dit. C'était un nationaliste au sens noble du terme, quelqu'un qui aimait un patriote ardent, mais dont la vision n'était pas limitée aux frontières artificielles, n'est-ce pas, que la France avait données à son pays. C'était un panafricaniste convaincu, c'était aussi un tiers-mondiste. Il est pratiquement le père non-aliment, parce que l'expression vient de lui. Et ça donne toute une idée de l'homme, qui a été aussi l'homme du compromis qui a permis la création de l'Organisation unité africaine en 1963. C'est tout cela, Modibo, pour ne pas répéter ce que M. Diallo a déjà dit. Donc, c'est tout cela, Modibo. Alors, dans moins de 30 secondes, ici à 18h30, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le président Modibo Keïta au centre du Grand Dialogue de ce mercredi. Nous parlons de ce sujet avec trois invités, à savoir Modibo Diallo, directeur du mémorial Modibo Keïta, le professeur Modibo Diakité, ancien ministre, et Aminata Dramane Traoré. Elle est donc chercheure, elle est également ancienne ministre. Nous avons tout à l'heure parlé de la dimension, nous avons écouté vous, Modibo Diallo, du mémorial Modibo Keïta.
Ouais, nous avons écouté également l'autre Modibo, 3 Modibo dont on parle finalement. De Modibo Keïta, on parle. Nous avons 2 Modibo dans ce studio pour en parler. Alors, vous avez parlé de la dimension de l'homme. Nous allons à présent écouter Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre. Madame, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Modibo Keïta? Comment est-ce qu'il était vu à l'intérieur du pays et vu à l'extérieur aussi? Autrement dit, sa dimension nationale et continentale, et même au-delà. Je crois que les 2 Modibo ont dit l'essentiel. Moi, j'étais au lycée de jeunes filles, j'étais pionnière et j'ai été marquée par l'homme, sa stature, son engagement, sa vision. On était fiers d'être maliens. Et je reste marquée, en fait, je me veux modiviste parce que c'était aussi surtout un homme de gauche. Et je crois que ça, c'est une dimension qui mérite d'être méditée en ce moment, dans un contexte où règne la pensée unique. Je crois qu'il s'est battu, lui, les Kwame Nkrumah, Sékou Touré et d'autres, et ce n'est pas cette Afrique qu'ils voulaient pour nous. Donc, c'est ça qui est important. Je pense que dans son parcours, l'issue de leur combat qui devait être la libération non seulement des pays, mais du continent, ça a été dit, panafricaniste, père fondateur de l'OIA. On ne peut que regretter cette époque-là, mais il ne s'agit pas seulement de regretter, il faut se dire qu'il n'y a pas d'alternative à ce que Modibo a voulu pour le Mali et pour l'Afrique. Moi, j'en reste convaincu. Et ils étaient persuadés des dangers qui nous guettaient dès cette époque-là. Je me réfère à l'une des questions brûlantes de l'heure. Quand il a vu ce qui se passait au Congo à l'époque, il s'est inquiété du fait que l'intervention militaire étrangère était une menace pour la souveraineté. Il l'a dit, il l'a écrit. C'est extrêmement important en tout cas de méditer les aspects de sa pensée qui peuvent nous permettre de voir clair en ce moment à nous-mêmes et de dire bon, on ne vient pas de nulle part, quoi, qu'il s'est passé des choses dans ce pays et que cette histoire-là peut encore servir. Nous retournons dans ce studio. Nous allons à présent aborder une autre question. Nous savons que Modibo Keïta, le père de l'indépendance, il a dirigé ce pays de 1960 à 1968. Nous allons à présent tenter de jeter quand même un regard sur la manière dont Modibo Keïta a géré le Mali. C'est vrai, c'était un passage assez court quand même, mais que doit-on retenir essentiellement? La façon dont le président Modibo a géré le pays. Nous posons la question en premier lieu à vous, Modibo Diallo. Oui, la politique, c'est l'action. Comme le dirait l'autre, c'est un devoir où il n'y a pas de brouillon. On y va. Ce qui compte, c'est que la vision que Modibo avait en arrivant au pouvoir, en tout cas en prenant les rênes du pouvoir ici. Comme je l'ai déjà dit, il voulait un Mali debout, un Mali qui compte en Afrique et dans le monde. Et pour cela, il y a des efforts à faire. Cet effort-là, il a demandé aux Maliens. L'option socialiste qui a été prise par son parti était pour eux la voie la plus rapide pour arriver à ces fins-là, IN, pour arriver à leur fin. Il faut dire que cette option, de même que son application, n'a pas été unanimement partagé, approuvé. Ça se dit. Il y a ceux qui relèvent des erreurs commises de cette façon, mais il y a aussi ceux qui relevaient de cette option. Chaque option a ses rigueurs. Mais cela dit, quand en 1967-1968, on arrivait en 1967-1968, en tout cas, ce n'était pas le pays qui avait la même unanimité qu'aux premières heures, c'est-à-dire les années 61, 62 jusqu'en 64. Il y avait des difficultés réelles qui découlaient des erreurs dans la mise en application de l'option.
Mais il y avait des erreurs aussi, où il y avait des difficultés qui avaient été sciemment organisées. C'est-à-dire que le Mali, pays continental, devait négocier ses débouchés, son accès à la mer qui permettait quand même de ravitailler le pays. C'est vrai qu'avec le Sénégal, il n'y avait plus de problème et qu'au fait, dès les premières heures, juste au lendemain du conflit avec le Sénégal, a offert ses bons offices. Mais il n'y avait pas que cela. Le Mali ayant créé son franc aussi, le franc malien, ça se discute. Les économistes diront que la monnaie, c'est un acte de souveraineté et chaque État souverain doit avoir sa monnaie. D'autres diront qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais là aussi, nous étions dans un environnement dont la France était l'acteur principal. Il faut dire les choses de cette nom. Et les choses n'ont pas été aussi facilitées. Surtout que cette option pouvait faire aussi des humiles. Il fallait éviter ça. Donc je n'irai pas jusqu'à dire, je crois que c'est possible, je n'irai pas jusqu'à dire que tout ce qui est arrivé au Mali avait été organisé de l'extérieur, mais je dirais on ne lui a fait aucun cadeau. Et dans ces conditions, la vie devient dure. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il a réussi, ce qu'il a à son bilan, parce qu'il s'agit de bilan. Bilan, on confronte le passif et l'actif et on ne retient que ce qui reste. Quand on retiendra de son bilan, c'est que le Mali, pays continental, pays agricole, pays pauvre, pays où le taux d'alphabétisation était des plus bas dans le monde, avait réussi un grand pas, un pas que d'autres lui enviaient. Ce que le Mali était arrivé à un niveau que les successeurs de Modibo ont eu du mal à tenir. C'est que le Mali avait une posture sur la scène internationale que nous avons du mal aujourd'hui à respecter. Donc, si nous regardons tout cela, bien sûr, il y a eu des erreurs, il y a eu des faiblesses, mais en tout cas, dans le bilan, le Mali s'en sortait grandi et les Maliens avec. Nous n'avions pas plus de problèmes à cette époque-là que nous en avons eu de 68 à maintenant. Donc, on peut dire que Modibo a pu se tromper, Modibo a pu commettre des erreurs, mais son action, telle que Aminata Dramane vient de le dire, la vision qu'il a pour le Mali n'a pas d'alternative. Monsieur le ministre, avec le recul, alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la gestion du président Modibo Keïta? Bon, je crois l'avoir dit au départ, il savait très bien qu'il n'avait pas été formé pour gérer un État, mais il était conscient du fait, n'est-ce pas, qu'il avait, sa génération avait un rôle historique, à jouer. Et je me rappelle quand j'enseignais cette partie de l'histoire, la décolonisation, au lycée, je m'appuyais sur deux citations qui me paraissaient assez importantes. La première est de Mao Tse-tung, qui disait que la vraie démocratie, celle à laquelle personne n'est jamais parvenu, c'est être de la masse et avoir la parole. Modibo avait le souci de coller à la masse. La deuxième citation, c'était celle du dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui disait « Tout pouvoir vient du peuple. Mais où va-t-il? Où diable peut-il aller? Il va pourtant bien quelque part. » Modibo avait le souci de concentrer le pouvoir en ses mains et d'apparaître comme un dictateur. Il a toujours considéré l'option comme l'option du peuple malien et il a voulu rester fidèle, n'est-ce pas, à cela. Mais pour Modibo, l'indépendance n'était pas une indépendance nominale, ce n'était pas une indépendance factice, c'était une indépendance à laquelle il fallait donner un contenu. D'où la nécessité pour lui de battre monnaie, qui pour lui était un acte de souveraineté. Et peu de gens savent que Modibo lui-même a suivi une formation en économie monétaire pour pouvoir présenter à l'Assemblée nationale le discours
qui lui a permis d'expliquer aux députés la nécessité de créer le franc malien. Ça donne une idée de la dimension de l'homme, même sur ce plan-là. Et il a créé les sociétés entreprises d'État pour affirmer davantage l'indépendance économique du pays, pour mettre les gens au travail. Il a voulu organiser les masses, aussi bien rurales qu'urbaines. Il a créé une milice, etc., etc. Donc, c'était un homme, n'est-ce pas, qui n'était pas seulement l'homme du verbe, c'était aussi un homme d'action. Et il est évident qu'en cette période-là, tout le monde n'était pas prêt à accepter les sacrifices qu'il demandait au peuple malien. Tout le monde n'était pas pour l'option socialiste. L'Union socialiste elle-même n'était pas homogène depuis le départ. Donc il y a beaucoup de choses pour rejoindre ce que Modibo l'a dit, qui expliquent, en dehors même du fait que la France considère, n'est-ce pas, la position du Mali comme un défi. Il fallait tout faire pour que l'exemple malien ne soit pas contagieux dans la sous-région, pour des raisons qui ne sont pas difficiles à comprendre. Donc, pour toutes ces raisons-là, on comprend que Modibo a été un homme d'action et d'une grande audace. Il n'était pas convaincu de réussir tout de suite, mais il avait marqué son temps et il a laissé un message à la postérité. Je pense que c'est ça le plus important. Je rappelle que nous avons en ligne Aminata Dramane Traoré. Alors, Madame le ministre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du bilan du premier président de la République du Mali? Moi, je crois que c'est vrai, monsieur le ministre vient de le dire, et c'est un message, c'est un enseignement. Comme vous le savez, moi, dans les mouvements sociaux, moi, je milite. Quand on regarde le monde, la marche actuelle du monde global, qui est tout simplement chaotique, les gens cherchent à renouer aujourd'hui avec des choix que nous jugeons aujourd'hui à partir le regard que nous posons aujourd'hui sur les choix et les décisions de Modibo. C'est avec le recul que nous pouvons porter ce type de jugement, même ce qu'on considère comme des erreurs. Mais à l'époque, cette génération, il n'avait pas de recul par rapport à ce qu'on appelle le développement. Et l'adversité, la France, qui est partie malgré elle dans des conditions que nous savons. Moi, mon frère Moussa Traoré, ancien directeur d'Air Mali, a laissé un livre que je suis en train de préfacer. Quand on lit l'histoire d'Air Mali, c'est extraordinaire ce qu'il a voulu. Le Mali dont il voulait, un pays ouvert sur le monde, fier, autonome. L'intérieur du pays était desservi. Nous étions en relation avec le monde extérieur. Air Mali dans tout. Bon, tout ça paraît surréaliste parce que c'était au-dessus de nos moyens. Cela ne peut pas se passer ainsi. Moi, je crois que pour comprendre la portée de cette étape de l'histoire de notre pays, il faut vraiment la situer sur le plan géopolitique et stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Il s'agissait, comme aujourd'hui, d'affaiblir et de liquider tous les résistants. L'ancienne puissance coloniale, hier comme aujourd'hui, ne veut pas de dirigeants qui lui résistent. Et Modibo l'a payé cher, d'autres comme lui. Bon, c'est cet aspect c'est cette dimension de notre histoire que nous devons méditer aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes on va droit dans le mur. Moi, je ne suis pas du tout dans la théorie de l'émergence. L'Afrique émergeait, ça se saurait, mais je ne serais pas en train de se noyer aujourd'hui. Mais précisément parce que nous sommes dans une économie totalement extravertie, dépendante de financement extérieur, et sans le savoir, en tout cas, peut-être qu'il n'appréhendait pas tout ça, mais la question de la monnaie, et les entreprises privées, le marché national, la consommation, on n'a pas d'économie, nous n'avons plus d'économie nationale. Et on sous-traite, on est des traitements, mais ce qu'ils voulaient pour nous, c'était une véritable économie qui garantit du travail aux Maliens. Qu'est-ce que nous consommons de Maliens aujourd'hui? Pratiquement rien. Le pays est inondé de restes des économies
étrangère, je ne sais pas quoi vous dire. Et pour moi, et pour beaucoup de gens en tout cas qui militent dans le domaine où je me situe aujourd'hui, les programmes, les plans d'action de Lagos, ces choix des années 60 étaient des choix légitimes, des choix éclairés et qui ont encore leur place. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il est temps que tous ceux qui se reconnaissent et qui se réclament de l'héritage de Modibo revoient leur copie en termes de partis politiques. Les formations politiques doivent se poser les bonnes questions aujourd'hui. D'où venons-nous? On ne peut pas faire seulement du bilan de Modibo une parenthèse. En parler, puis classer, c'est terminé. Ce n'est pas le passé pour moi. C'est encore, ça se conjugue au présent. Et il faut qu'on ait le courage de dire, si on regarde tout ce qui se passe en France aujourd'hui, dans les rues et partout, la grogne partout dans le monde prétendument développé, et il est légitime pour nous aujourd'hui de revendiquer cet héritage et de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Studio Tamani 18h46, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le premier président de la République du Mali, Modibo Keïta, aurait eu 100 ans le 4 juin dernier, donc le 4 juin 2015. Lundi dernier, donc le 16 mai, hommage lui a été rendu par toute la nation toute entière. C'est donc de lui que nous parlons. Alors, beaucoup de positifs, on évoque lorsqu'on parle de son bilan. Mais de Modibo Keïta, oui, de Modibo Keïta, on dit effectivement beaucoup de choses en bien, mais il y a cependant quand même une autre facette que certains retiennent de son règne. Alors, que retenez-vous des négatifs du régime de Modibo Keïta? Nous posons la question à vous, Modibo Diallo, le directeur du mémorial Modibo Keïta. Oui, c'est facile à partir de 2015 de juger ce qui s'est fait dans les années 60, au début des années 60. Et si on y prend garde, on va verser dans l'anachronisme. Il y a des choses qui, à l'époque, passaient pour normal, qui aujourd'hui constituent la pire abomination. Il faut mettre chaque chose dans son contexte. Et comme je le dis, la politique, c'est l'action. Tout à l'heure, je disais, il y a moins de 2 heures, je disais à mon garçon que les avocats disent qu'ils ne sont pas tenus à des obligations de résultats, mais à des obligations de moyens. Mais les hommes politiques, eux, ne sont pas tenus à des obligations de moyens, mais à des obligations de résultats. Ce qu'on revient d'eux, c'est ce qu'ils ont reçu. Il faut dire qu'en 1967-1968, le rationnement était présent. Certains produits étaient rationnés. Je crois qu'il y avait même pénurie pour certains produits. Comme je le dis, cela pouvait découler des conséquences de l'option socialiste, mais aussi des difficultés de l'heure. Et cela, on ne peut pas le nier. J'ai connu des adultes de l'époque qui disaient que tout ce qu'eux ils retiennent, c'est que qu'est-ce qu'ils peuvent acheter pour leur famille avec leur salaire. S'ils n'arrivent pas à payer, ils ont de l'argent, ils n'arrivent pas à payer, à satisfaire les besoins élémentaires de leur famille, ils considèrent que rien ne va. Je pense qu'ils n'ont pas tort. On peut expliquer, mais cela est un constat. Sur un autre chapitre, ce que nous appelons aujourd'hui droits de l'homme, liberté, tout le reste, n'avait pas la même connotation, la même perception qu'en 1968. Mais cela dit, les duretés de l'option socialiste faisaient que beaucoup se sentaient à l'étroit dans ce Mali, même si ils en approuvaient les options. Il faut dire à l'époque aussi que c'était un régime dur sur ce plan. Mais je pense que ce n'était pas la nature même du régime. Être dur, pour bâillonner tout le monde, c'est peut-être en tout cas une façon de percevoir qu'il fallait passer par là pour que ça marche. C'est une façon
de pensée qui consiste à dire que nous n'avons pas le choix, il faut marquer le pas, il faut pousser les gens à aller comme ça. Et il y a eu des débordements, des abus qui ne relevaient pas de l'ordre reçu d'en haut, dans l'application, mais ce sont ces constats-là qui se font, que nous mettons bout à bout pour dire que ça ne va pas. En tout cas, on ne va pas dire que c'était l'unanimité à cette époque. C'est ce qui explique aussi, peut-être sans le savoir, que à la chute de Modibo, déjà le 19 novembre, même le 20 novembre, la population est sortie, ne sachant peut-être pas quelles étaient les conséquences de la chute de Modibo, mais je ne dis pas toute la population, une partie de cette population était contente de retrouver sa liberté entre guillemets ce jour-là. Ce qu'il faut aujourd'hui, puisqu'on parle de bilan, c'est de voir ce qui passait pour être les travers du régime en matière de liberté, en matière de rationnement, tout le reste. Et avec le résultat que nous avons obtenu, si cela est comparable avec ce que nous avons aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est libre, mais il y a quand même des actions au quotidien qui montrent qu'il y a être libre et l'autre, que d'autres sont plus libres, que certains sont plus libres que d'autres. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'affaire foncière encore au niveau de l'usine céramique de Djikoroni, où des exploitants de sable ont été déguerpis au profit de certains puissants du jour. Je crois qu'il n'y avait pas cela au moins. Il n'y avait pas cette injustice au profit de certains. S'il y avait des injustices, c'était des injustices de l'ordre de ce que vous faites appeler. Ils préfèrent l'injustice au désordre. Et s'il y a eu des atteintes aux libertés, ce n'était pas la nature même de ce régime-là, mais ils pensaient que c'était les méthodes, erronées d'ailleurs, qui ont été mal ressenties en tant que telles. Modibo Diakité. Bon, je dois dire que je vais répéter ce que j'ai dit à l'automne, mais Modibo n'était ni un ange ni un prophète. Encore que des prophètes ont échoué à un certain moment de leur message quand même. C'était un homme qui croyait en quelque chose, qui aimait son pays, qui a vu ce que les colonialistes ont fait de l'Afrique. Il le disait lui-même. Il disait ceux qui sont nostalgiques de la colonisation ne l'ont pas vécu. Ça en dit long. Ça veut dire que tout n'était pas rose. Si on prend la composition sociologique même de l'Union sénégalaise, des tentatives que Modibo a eu à faire, parce que c'est lui qui a renversé la majorité PSP entre 1946 et 1956, pour faire de l'Union sénégalaise un parti d'opposition, un parti majoritaire qui va mettre en place le gouvernement de l'autonomie interne et qui va donner la main aux opposants pour constituer, pour créer les conditions de l'unité politique. Il y a eu plusieurs tentatives, hein, n'est-ce pas? Depuis depuis le 22 octobre 1946, il y a une première unanimité entre le bloc soudanais de Konaté, entre le Parti démocratique soudanais, n'est-ce pas, d'Issa Diarra, et le Parti progressiste soudanais, n'est-ce pas, de Fili. On connaît les soubresauts que cette unité a connus avec les différents rebondissements du départ du PSP et les problèmes que ça crée au sein du PSP, certains qui se sont détachés pour créer d'autres formations comme le BDS, et pour, bref, aboutir pratiquement à l'unité politique qui va permettre au Soudan d'aller à l'indépendance dans l'unité. Ça, il faut le mettre à l'actif de Modibo. Mais quand vous regardez la composition sociologique de l'Union soudanaise RDA, depuis le temps de Mamadou Konaté, les notables dirigés par Konaté lui-même, les commerçants qui voyaient pratiquement dans la décolonisation l'occasion de disposer du commerce intérieur avec le départ des maisons commerciales françaises et des Syro-Libanais, et les membres du groupe d'études communistes
qui avait été formé par les éléments du Parti communiste, parce que le RA était affilié pratiquement pas au Parti communiste en tant que tel, mais au groupe parlementaire communiste à l'Assemblée française. Ça a eu des conséquences assez importantes sur l'évolution des colonies de l'AOF, on ne le dit pas suffisamment. Mais à l'époque, le Parti communiste était un parti fort au sortir de la guerre, qui va s'affaiblir progressivement. Monsieur le ministre, je crois que nous aurons l'occasion prochainement de revenir sur ces aspects qui sont si importants et qui ne sont pas connus de tous. À présent, nous allons donner la parole à Madame la ministre, Madame Aminata Dramane Traoré. Alors, dites-nous, Madame, c'est vrai, sous le régime de Modibo, il y a eu du positif, mais il y a eu également du négatif. Oui, moi je pense que l'idéal politique est une chose et l'épreuve du pouvoir en est une autre. Ce qui est à saluer, monsieur le ministre vient de le dire, c'est tout cet effort de construction et dans un contexte où c'était pas évident, quoi, et les alliances. Maintenant, Modibo lui-même, homme d'État, visionnaire, bon, dans un contexte où il y a les deux blocs, moi je me souviens, être ici, et privé pratiquement de tout, et regarder ce qui se passait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, d'où les produits venaient rentrer frauduleusement. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup d'interrogations. Les gens, à un moment donné, ont eu le sentiment effectivement qu'on leur en demandait trop et que bon, les résultats, en tout cas ceux qu'ils voyaient, n'étaient pas à la hauteur des promesses. Alors moi, je pense que cela n'enlève rien à l'importance de ce qui a été fait. Et à propos, Modibo le disait, pour ce qui est de la démocratie, vous savez, je suis désolée de devoir confronter constamment l'actualité, de questionner l'actualité à la lumière de cette histoire-là, quand vous savez aujourd'hui que la France est en train de s'embraser parce que du fait du passage en force de l'actuel président avec par rapport à la loi travail. Et quand vous pensez à la Grèce, le berceau de l'humanité, ce qui s'est passé, quelqu'un de démocratiquement élu, à qui le système dit ça ne se passera pas comme ça. Moi, je n'idéalise pas le modèle démocratique occidental et je ne juge pas l'action de Modibo à la lumière de ces instruments qu'on nous donne, qui sont des outils d'emprunt. Je me pose aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce que nous-mêmes nous représentons dans ce système-là. Parce que hier, comme aujourd'hui, le Mali est pris dans un système. À l'époque, on avait affaire à la France. Aujourd'hui, on a affaire à un système monde qui a besoin du Mali et qui compte, comment dirais-je, réformer le Mali en fonction des mêmes intérêts dominants d'alors. Madame le ministre, juste en 30 secondes, si le président Modibo se relevait donc de sa tombe aujourd'hui, aurait-il reconnu le Mali d'aujourd'hui? Moi, je crois qu'il comprendrait en tout cas qu'on n'est pas passé par là où il aurait voulu qu'on passe. Et cela n'est pas toujours à imputer à ceux qui ont gouverné. On est dans un système cynique depuis l'époque. Rien n'a changé. De Gaulle l'a dit, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ce qui est vrai du temps de Modibo aujourd'hui encore. Alors, je vous remercie, Madame le ministre. Je rappelle que le sujet du jour, c'était donc Modibo Keïta, l'homme et son héritage. Nous en avons parlé avec trois invités. Modibo Diallo, le directeur du mémorial Modibo Keïta, effectivement. Le professeur Modibo Diakité, ancien ministre chercheur, et Aminata Dramane Traoré, ancien ministre et chercheur. Mise en onde, Peting Diara, régie vidéo, Mamadou Ouattara. Réalisation Ousmane Diadjatou, représentation Seydou Fomba. On vous retrouve demain pour un autre sujet. À demain donc.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.